Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre aux négociations sur le climat. Dans un précédent numéro, je vous ai expliqué comment fonctionnait la mise en application du protocole de Kyoto. Eh bien, cette semaine, nous allons voir la suite. Le système Kyoto s'interrompt en 2012 et se dessine à la conférence sur le climat à Copenhague les suites qui lui seront données ou non. Les conséquences du réchauffement étant planétaires, il a été décidé que la réponse ne pouvait qu'être planétaire. Le monde a donc été divisé en deux zones. Les pays développés et les pays en transition, d'une part, les pays en développement et les pays les moins avancés, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, d'autre part. Les premiers ont l'obligation de réduire leurs émissions de CO2 avec, pour les aider, la création de permis d'émission et la mise en place d'un mécanisme d'échange. L'innovation, c'est d'avoir mis un terme à la gratuité du carbone. Non pas en créant une nouvelle taxe, mais en utilisant le marché pour tarifer le coût du carbone. C'est la rareté qui confère une valeur économique à un bien qui était auparavant gratuit. Le groupe des seconds pays n'a pas cette obligation de réduction, mais leur développement doit être poursuivi de la façon la plus propre possible. Pour cela, on a inventé des mécanismes d'investissement dits de développement propre, et donc nous allons prendre un exemple qui a été mis en place entre la Malaisie et le Danemark. Le premier est un pays en développement, non soumis à des objectifs de réduction. Le second est un pays de l'OCDE, soumis aux contraintes de réduction et à la recherche de crédits carbone. La société malaisienne Advanta fabrique des gants chirurgicaux dans deux usines. Celle de Kota Baharu exploite la biomasse issue du palmier ou des débris de bois pour satisfaire ses besoins en énergie. L'autre usine, basée à Kluang, est approvisionnée au gaz. Pour adapter la production à une demande croissante, Advanta doit agrandir l'une des deux usines. Élargir le site de Kluang coûte moins cher, le gaz national étant subventionné. Et pourtant, Advanta a construit sa nouvelle unité dans l'usine de Kota Baharu qui marche à partir de la biomasse. Ce sera plus cher, mais moins polluant, donc le projet va pouvoir bénéficier de l'investissement d'une entreprise danoise, donc Naturgas, au nom du mécanisme de développement propre. La nouvelle installation permettra une réduction totale de 246 200 tonnes de CO2, la compagnie danoise pouvant récupérer ce montant en crédit carbone et la compagnie malaisienne bénéficiant des transferts de technologie. Deuxième exemple. En Chine, dans la province du Sichuan, l'électricité est produite par des centrales thermiques à partir de carburants fossiles. La société japonaise Marubeni participe au financement de la construction d'une usine hydroélectrique située sur le fleuve Jialingjiang. Ce projet, signé en 2005, permettra une réduction d'émissions de CO2 de 500 000 tonnes par an, et ces émissions pourront être récupérées par la société japonaise. En fait, depuis le début de l'application du protocole de Kyoto en 2005, 1792 projets validés ont permis de ne pas envoyer dans l'atmosphère 312 millions de tonnes de CO2. Alors c'est bien, c'est une mise en route, mais 312 millions de tonnes de CO2, cela peut paraître bien peu en regard des 29 milliards de tonnes qui ont été émis dans l'atmosphère en 2005. D'autre part, ces investissements, en fait, sont très inégalement répartis au sein des pays en développement. La Chine accueille la plupart des projets, suivis par l'Inde, le Brésil, le Mexique, en somme pas de surprise, et on ne trouve que 33 projets pour la totalité du continent africain, dont 16 dans la seule Afrique du Sud. Alors ces quelques exemples permettent de mesurer les efforts entrepris en plusieurs lieux de la planète, s'appuyant sur le principe de l'unité géographique. Toute émission, d'où qu'elle vienne, est nuisible partout. Mais c'est vrai en sens inverse. Toute réduction d'émissions, en quelques points du globe que ce soit, est bénéfique partout. Quelques 4 ans après la mise en application du protocole de Kyoto, 2 remarques s'imposent. D'abord, les permis d'émission ont été très mal nommés. Ce qui s'échange sur le marché, ce ne sont pas des permis de polluer, mais des tonnes d'émissions évitées. Deuxièmement, les réductions amorcées vont dans le bon sens, mais pas dans la bonne quantité. Les émissions de CO2 augmentent,
soit du fait de pays comme le Canada, qui exploitent largement le pétrole, issu des sables bitumineux, à l'extraction très polluante, soit du fait de la croissance des pays émergents, non soumis aux réductions par le protocole de Kyoto, et qui exploitent principalement les énergies fossiles. Or, par leurs émissions de CO2, ces pays en développement devanceront bientôt celles des pays de l'OCDE. Cela amène à évoquer le cœur même des enjeux de la conférence de Copenhague. Procédons maintenant à une tournée des positions diplomatiques. Les États-Unis restent parmi les premiers pollueurs au monde si l'on rapporte les émissions par habitant. La nouvelle administration démocrate est enfin convaincue qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut le faire collectivement. Mais pour ce pays, il y a en fait deux négociations. Vers l'extérieur, un accord à Copenhague, et vers l'intérieur, le processus législatif interne au Congrès américain. Ensuite, les contraintes sur les réductions d'émissions vont-elles enfin pouvoir être étendues aux nouveaux grands pays émetteurs? L'Inde, la Chine ne veulent pas de réduction obligatoire. Elles ne veulent que des stratégies nationales volontaires d'atténuation et insistent pour que les pays riches qu'elles estiment responsables du changement climatique adoptent des objectifs plus stricts. Or, la Chine est en tête des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue. Maintenant, les États pétroliers ou gaziers, c'est-à-dire l'OPEP ou la Russie. Ces États craignent que la lutte contre le changement climatique réduise la demande d'énergie fossile dont leurs économies dépendent. Évidemment, chacun voit midi à sa porte. Le Brésil, c'est un cas de figure contradictoire. Le pays a une économie parmi les plus décarbonées au monde grâce à ses barrages hydroélectriques. Donc, fixer des objectifs plus contraignants pour l'après-Kyoto pourrait favoriser le Brésil, en soutenant le développement des agrocarburants dont ce pays est grand exportateur. Mais en même temps, un tel mouvement fragilise la forêt amazonienne sur laquelle on vient récupérer les surfaces agricoles pour la production de ces agrocarburants. Or, les forêts sont des puits qui stockent le dioxyde de carbone. La déforestation serait responsable de 20 à 25% des émissions mondiales de CO2 et plusieurs pays ont formulé des propositions visant à intégrer la protection de la forêt tropicale dans un futur traité. Or, le Brésil a toujours été opposé à cela au nom de la souveraineté sur ses propres ressources. Et puis enfin, on trouve les positions collectives comme celles des pays les moins avancés ou des petits États insulaires, qui ont une géographie ou une économie qui les rend très vulnérables aux sécheresses ou à la montée des océans. Ce sont eux qui vont prendre de plein fouet les conséquences d'un changement climatique dans lequel ils n'ont qu'une responsabilité tout à fait réduite. Alors on l'a compris, c'est donc à Copenhague que se décide de combien de degrés on laissera notre climat se réchauffer. Quels objectifs de réduction d'émissions de CO2? Quelles sanctions? Et pour qui? Alors trois remarques. La signature par la Chine et par les États-Unis d'un accord à Copenhague est nécessaire si on ne veut pas considérer la conférence comme un échec. Deuxièmement, les pays en développement sont un groupe de plus en plus hétérogène. Certains pays de ce groupe ne comprennent pas pourquoi ils sont rangés dans la même catégorie que la Chine, premier pollueur mondial, et pourtant ne subissant aucune contrainte. Ensuite, on conserve dans cette négociation le principe de la défense des intérêts nationaux, ce qui est normal, classique. Or, il s'agit maintenant d'intérêts globaux et à très long terme. Donc pourrait-on pour une fois raisonner planète et génération plutôt que raisonner État? Eh bien, il vaut mieux à Copenhague pas d'accord du tout, plutôt qu'un mauvais accord fait de trop de compromis.